Je l'ai promis, il faut qu'on se la fasse quand même. Alors le premier couplet et le refrain de notre hymne international. C'est parti. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, fouleux esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain. Merci camarades. Alors écoutez, on va enchaîner. On va rester sur le Merc Latine parce que c'était normal qu'on consacre un moment important vu les enjeux, vu la gravité de la situation sur le Venezuela. Mais il y a bien sûr un autre peuple qui a ouvert la voie en Amérique latine et qui subit lui aussi le blocus depuis bien longtemps, depuis plus de 6 décennies aujourd'hui, c'est Cuba. Alors, nous accueillons pour Cuba Fabrice Leclerc, qui est le président national de l'association France-Cuba. Alors, nous n'avons pas pu avoir des camarades directement de l'ambassade de Cuba, qui a un programme très chargé dans cette fête, mais on est heureux d'accueillir le président de l'association France-Cuba, parce que voilà, c'est la solidarité, et il sera à même de, tu as carte blanche pour t'exprimer, nous dire quels sont les points importants aujourd'hui toujours à être vigilant pour la solidarité internationale vis-à-vis de Cuba. Merci. Prends ce micro. Donc merci de m'accueillir, merci de m'inviter ici dans Carte Blanche du RC. Merci encore pour l'invitation. Il y a évidemment un parallèle à faire avec nos camarades vénézuéliens, puisque en fait il y a évidemment plusieurs pays d'Amérique latine qui sont visés par l'impérialisme états-unien. Le Venezuela et Cuba ont des relations de coopération, d'échange et d'amitié depuis de nombreuses années, depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez et également avec Nicolás Maduro. C'est pas les seuls pays, hein, il y a plusieurs pays, tous les gouvernements progressistes en Amérique latine sont évidemment visés par l'impérialisme américain. Donc on pense au Venezuela, au Nicaragua également, et évidemment à Cuba, et également à des ingérences qui sont systématiques de la part des États-Unis en Amérique latine. Alors sur Cuba, la situation effectivement avec un blocus que nous on qualifie de génocidaire, dans la mesure où c'est l'application d'une politique génocidaire qui a pour objectif d'asphyxier le peuple cubain et dont le gouvernement et l'administration Trump d'ailleurs ne se cachent plus, mais ça a toujours été l'objectif de l'impérialisme états-unien, qui est d'asphyxier le pays et d'inciter le peuple cubain à se retourner contre ce gouvernement. C'est un objectif qui est écrit dans la doctrine, qui fait référence à la doctrine Monroe et un certain nombre de principes de l'impérialisme américain. On qualifie, nous, ce blocus
de guerre économique avec des composantes qui sont à la fois financières et commerciales. C'était les termes d'ailleurs de Fidel dans une de ses allocutions célèbres. C'était le terme d'utilisation de termes économiques, mais également c'est une guerre qui a évolué au fil du temps. Je pense que les militaires à présent parlent de guerre de 5e génération, puisque ça va incorporer des guerres avec toutes les mesures qui sont utilisées pour déstabiliser, ça a été mentionné aussi par nos camarades vénézuéliens, tout ce qui est les mesures de sabotage, d'attentats, puisqu'en fait le corps diplomatique cubain a eu un lourd tribut de diplomates, et même récemment, vous avez sans doute vu les attentats qu'il y a eu dans un certain nombre d'ambassades, dont l'ambassade de Cuba en France, avec deux terroristes qui ont lancé des cocktails Molotov sur la façade de l'ambassade de Cuba en France. Et c'est aussi aux États-Unis l'attaque à la mitraillette de l'ambassade de Cuba aux États-Unis, avec une personne qui a été arrêtée mais qui a jamais été en fait inculpé, qu'on a fait passer pour un fou, et avec un positionnement du gouvernement des États-Unis absolument comment je dirais, coupable et complice, avec un gouvernement qui a tendance à inciter en fait, et qui joue en fait la carte effectivement de la contre-révolution, comme ça a été dit également par nos camarades vénézuéliens. Et ce n'est pas par hasard si effectivement il y a aussi une union des contre-révolutions, à la fois de la contre-révolution cubaine et de la contre-révolution vénézuélienne. Et la nomination au niveau de l'administration Trump du secrétaire d'État Marco Rubio est un signe aussi de l'amplification et de la recrudescence des mesures contre Cuba. Alors si j'essaye de détailler un petit peu, c'est effectivement une guerre économique. Et en quoi c'est une guerre économique? Parce qu'en fait, on va viser les secteurs clés de l'économie cubaine. Et c'est en particulier, plus récemment, ce qui a été visé par les dernières mesures qui ont été appliquées par Trump. Donc en fait, le blocus, c'est un arsenal législatif avec un certain nombre de lois qui ont été votées, notamment pendant le mandat de Bill Clinton, dont ce sont les lois Helms-Burton-Torricelli qui ont été adoptées au moment de la mise en place de l'OMC, qui marque aussi le renoncement des pays européens, puisqu'en fait, c'était des lois qui ont été mises en place qui contrevenaient complètement aux principes de l'OMC. Et en fait, ces principes, les lois n'ont pas été totalement appliquées. Il y a eu une espèce de négociation avec les Européens qui fait qu'en fait, ces lois n'ont pas été totalement appliquées jusqu'à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et puis, c'est tout un autre arsenal de lois et de décrets qui ont été signés par Donald Trump, mais c'est en particulier l'inscription de Cuba sur la liste des pays qui, soi-disant, soutiennent le terrorisme. Ça a été récemment... alors, on a eu le mandat de Obama, puis l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui a effectivement inscrit Cuba sur cette liste. Quand Biden est arrivé à la Maison-Blanche sur une campagne où il avait promis de poursuivre la politique d'Obama, qui était une politique, en gros, d'assouplissement d'un certain nombre de mesures contre Cuba, que je dirais qui était plutôt cosmétique, mais dont l'objectif ne changeait pas, qui était toujours de renverser le gouvernement cubain en place. Et puis, Biden, en fait, a renoncé à l'application de ses promesses électorales, et il a seulement, de façon très hypocrite, ôté Cuba de cette liste quelques jours avant la mise en place de l'administration Trump à la Maison-Blanche. Donc c'est
une mesure tout à fait hypocrite de la part de l'administration démocrate. Mais comme disent un certain nombre de Cubains, et avait l'habitude de le dire mon beau-père qui était cubain, il n'y a rien de plus similaire à un républicain qu'un démocrate, et vice-versa. Donc cette guerre économique, c'est cibler en fait les secteurs clés de l'économie cubaine, et on l'a vu récemment avec des mesures qui s'attaquent au secteur du tourisme, qui est un secteur qui est source de revenus importante pour Cuba, et c'est notamment la mise en place du fameux visa ESTA, puisque quand on est citoyen français ou citoyen européen, en fait il y a une procédure électronique qui permet effectivement d'avoir c'est pas exactement un visa, mais ça permet de rentrer effectivement aux États-Unis directement sans avoir à demander un visa au consulat des États-Unis. Depuis quelques années, donc ils ont changé la façon d'attribuer ces visas, et les personnes qui ont visité Cuba ne peuvent plus obtenir directement le visa de façon électronique et doivent faire une demande au consulat des États-Unis. Donc une anecdote, c'est une biathlète française qui faisait partie de la délégation française qui devait participer au championnat du monde de biathlon aux États-Unis, et qui a eu la mauvaise idée d'aller à Cuba en tant que touriste, et qui a été obligé donc de demander un visa au consulat des États-Unis à Paris, et le jour où en fait l'ensemble des athlètes français sont partis pour les États-Unis, on lui avait jamais donné de visa. Voilà. Donc ça c'est une des mesures qui consiste à dissuader en fait les citoyens d'aller à Cuba s'ils veulent aller aux États-Unis. Donc ça c'est l'exemple du secteur du tourisme. C'est l'exemple aussi, on pourrait l'illustrer à travers le secteur de la santé, des fameuses brigades médicales internationales à Cuba. Il faut vous rappeler par exemple le rôle de Cuba dans la lutte contre l'Ebola en Afrique, les nombreuses brigades internationalistes qui interviennent depuis des décennies. C'est une présence prolongée et bien avant le fameux tremblement de terre qui a fait énormément de morts à Haïti, avec une présence depuis beaucoup de décennies. C'est la présence dans plus de 40 pays de ces brigades médicales au moment de la Covid, de la pandémie. Et c'est le rôle des médecins cubains, et évidemment dans beaucoup de pays d'Amérique latine, avec le Brésil, dont les médecins ont été expulsés à l'arrivée de Bolsonaro, mais dans beaucoup d'autres pays latino-américains, et avec des coopérations aussi souvent avec ces pays-là en termes de vaccins, de médicaments, etc. Donc ça c'est aussi le secteur qui est visé, puisque c'est un secteur qui permet à Cuba d'obtenir des devises, et un certain nombre de brigades ont été présentes dans un certain nombre de pays européens, c'est-à-dire notamment l'Italie, avec une présence très forte en Toscane au moment de la Covid, mais également en Outre-mer, en Martinique, pour venir aider et en soutien au personnel de santé en Martinique, en France. Donc il y a eu une discussion effectivement sur la fête, avec un certain nombre de débats où ont été abordés ce problème de pouvoir disposer éventuellement en France métropole de médecins cubains pour venir pallier l'absence de médecins et de spécialistes dans un certain nombre de territoires français qu'on qualifie de déserts médicaux. Donc également, il y a un aspect financier à cette guerre économique. C'est avec une recrudescence importante de toutes ces mesures par rapport à tout ce qui est transaction, ce qui nous impacte nous particulièrement en tant qu'organisation de solidarité, mais c'est évidemment pour bloquer toute possibilité d'investissement à Cuba. Le fait même que Cuba soit inscrit
sur cette liste soi-disant des pays qui soutiennent le terrorisme fait que Cuba ne peut pas disposer de crédit auprès d'un certain nombre d'organismes internationaux pour pouvoir investir dans ces structures et de pouvoir investir dans un certain nombre de secteurs économiques, mais surtout aussi de pouvoir rénover les structures existantes en termes d'infrastructures. Et on pense évidemment à ce que représente le système énergétique national. Donc sans doute, dans les médias dominants, vous entendez parler de Cuba, parce qu'on monte en épingle les défaillances du système énergétique cubain, mais dans ces médias, on ne vous explique jamais quelles sont les causes de ces défaillances, qui sont en fait la mise en place, l'imposition et la recrudescence des mesures visant à bloquer complètement Cuba. Et c'est évidemment, mais c'est pas seulement un problème strictement cubain, puisqu'en fait, toutes ces lois et ces mesures, elles sont aussi qualifiées d'extraterritoriales, parce que ça correspond à l'application de la législation des États-Unis qui est extraterritoriale. Ce sont des mesures illégales du point de vue du droit, mais en fait, ils ont l'habitude d'appliquer ces mesures illégales, puisque ça fait, depuis la mise en place du blocus, en fait, ils mettent en place des mesures qui sont illégales. Donc, avec ces mesures, effectivement, ils comptent renforcer et mettre plus de pression. C'est les fameuses amendes aussi qui ont touché un certain nombre de banques françaises, mais aussi européennes. Donc, on pense notamment à la BNP qui a été pénalisée de plusieurs milliards d'euros, mais c'est pas la seule banque, hein. Il y a eu la Société Générale, il y a eu le Crédit Lyonnais et un certain nombre de banques européennes, banques suisses également. Et donc au niveau financier, il y a une pression importante qui est également imposée par les États-Unis sur l'ensemble des banques européennes. D'ailleurs, à Cuba, il n'existe plus de banques françaises représentées sur l'île. Et l'ambassade même a eu les plus grandes difficultés ces dernières années, puisqu'en fait, la banque dans laquelle ils avaient leur compte a été fermée. Et ça également en dehors complètement de la légalité, puisque le pays hôte de l'ambassade est obligé de fournir les moyens financiers à l'ambassade. Et donc, c'est le type de mesure effectivement qui s'applique. Et en ce qui nous concerne en tant qu'organisation de solidarité, c'est toutes les difficultés qu'on a avec les banques françaises pour faire n'importe quel type de transaction vers Cuba, mais pas seulement, puisque en fait il y a aussi une organisation au niveau européen où l'ensemble des organisations de solidarité se sont rencontrées en novembre de l'année passée pour partager des expériences, mais aussi essayer de s'organiser contre également ce type de mesures. Et même à l'intérieur de l'Union européenne, il est arrivé qu'entre organisations ou lors de transactions avec des entreprises, effectivement, des transactions soient refusées par les banques. Donc évidemment, ça représente un handicap très fort pour nous au niveau de la solidarité. Et il faut qu'on continue à être en fait créatif et comme le disent nos camarades cubains, avoir une résistance créative comme eux l'ont pour faire face et contourner le blocus. Donc c'est aussi, il y a un aspect commercial évidemment, c'est empêcher toute relation commerciale, bilatérale avec Cuba. Et ça correspond aussi à la stratégie de l'application extraterritoriale de la législation des États-Unis, avec les amendes. J'ai parlé des amendes qui étaient appliquées aux banques, mais c'est également les amendes qui sont ce qui est appliqué. Pardon. Oui, à tous les secteurs qui sont touchés.
Et donc, ça représente des difficultés majeures, effectivement, pour continuer à soutenir Cuba. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc, effectivement, on a besoin de soutenir Cuba. Voilà, je retrouvais le fil. En fait, ce que je voulais dire, c'était par rapport effectivement aux échanges bilatéraux avec les pays et l'exemple de la stratégie des États-Unis pour s'approprier et empêcher tout contrat et échange avec Cuba. Donc c'est le fameux dossier Alstom qui était effectivement vendu, qui a été découpé en différents secteurs et qui était vendu pour la plus grosse partie aux États-Unis. Et en quoi ça a touché Cuba? Ça a touché Cuba parce qu'en fait, une des centrales thermoélectriques qui est une centrale majeure du système national énergétique à Cuba est une centrale qui fonctionne avec des turbines d'Alstom. Et donc, ce qui, dans ces cas-là, comme dans d'autres infrastructures, pénalise Cuba dans la mesure où Alstom étant désormais aux États-Unis, pour en tout cas la branche qui concerne l'énergie, ne vend plus de pièces détachées à Cuba. Donc ça concerne évidemment tous les secteurs, pas seulement le secteur énergétique, mais c'est la raison pour laquelle, en particulier, le secteur énergétique est très touché et que dans d'autres secteurs également, il y a également beaucoup de pénuries à Cuba. Donc évidemment, nous, on continue de contourner le blocus de différentes façons, notamment via l'Union au niveau des organisations européennes, avec des projets communs, également beaucoup au niveau politique, en intervenant auprès des élus, des eurodéputés. Voilà, on bénéficie également de soutien de la part d'un certain nombre d'eurodéputés de la gauche européenne, avec qui également on travaille et on interpelle également les eurodéputés par rapport à des mesures qui sont prises contre Cuba. Et je pense que un des enjeux, c'est effectivement au niveau politique de pouvoir faire en sorte que l'Europe prenne des mesures et fasse face aux États-Unis par rapport à l'application extraterritoriale de sa législation qui est complètement illégale. Donc on continue la lutte politique, mais également la solidarité matérielle pour pallier un certain nombre de pénuries auxquelles fait face le peuple cubain. Voilà, merci. Merci camarades, merci pour cet exposé très complet sur la solidarité avec Cuba. Et on saurait inviter tous les camarades ici présents à poursuivre la solidarité, à agir. Je sais qu'il y a des mouvements de solidarité qui s'organisent, notamment tous les derniers dimanches du mois, je crois, qui s'organisent dans plusieurs villes, qui a été lancé contre le blocus, un peu à l'image de ce qu'il y a eu quelques années, tant que les 5 étaient emprisonnés, on se rassemblait. C'est aussi des actions concrètes qui peuvent exister.